Vroeger namen mijnwerkers kanaries mee de mijn in. Als er gevaarlijke gassen lekten, dan stierf de kanarie. Een teken voor de mijnwerkers om de onheilsplek meteen te verlaten. Het beeld van de kanarie in de mijn wordt ook gebruikt voor Joden. Joden waren regelmatig doelwit van vervolging en pogroms. Meestal als reactie op grote maatschappelijke onzekerheid. Vandaar dat beeld. Als het slecht gaat met de Joden, dan loopt de hele samenleving gevaar. Hoe is het nu gesteld met de Joden in Europa? Is er veel antisemitisme? Zijn de Joden bang na de aanslagen op Joodse instellingen in Frankrijk? Het antisemitische geluid van Britse politici. Het openlijk antisemitisme op social media dat overal klinkt. Jullie gaan deze strijd verliezen. In dit drieluik peilt Hanneke Groenteman de stemming in Engeland, Frankrijk en Nederland. Fuck Zionisme! Fuck de Talmud! Wat een schande! Je hebt bloed aan je handen! Why is the U.S. such a staunch bastion of support for Israel? Big Dad! Frankrijk, het land waar ik al jaren kom. Het land dat kampioen is in het vieren van het leven. Waar je van kan houden, waar je kan genieten van eten en drinken, muziek, kunst. Het land van joie de vivre. Maar natuurlijk ook het land met een levendige multiculturele samenleving. Waar de meeste Joden en de meeste moslims van Europa met elkaar samenleven. Maar nu is dat heerlijke land, waar ik me altijd zo gelukkig heb gevoeld, drastisch veranderd door een reeks grimmige aanslagen. Toulouse 2012. Om 7:50 ochtends vond hier een van de eerste terroristische aanslagen plaats in een golf van terreur die Frankrijk sindsdien in zijn greep houdt. De Joodse basisschool Or Torah wordt nu beschermd door puntige hekken en militairen. Voor het eerst sinds de moordpartij wordt een camerateam op het terrein van de school toegelaten. C'était en mars 2012, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Un fou est venu un matin très tôt et avec une intention de tuer, très déterminée. Et les enfants, paradoxalement, qui allaient non pas dans cet établissement, mais qui allaient dans l'école que nous avons, qui est l'école maternelle et primaire. Un petit bus venait récupérer ces enfants-là pour les accompagner dans l'école maternelle et primaire. Et à ce moment-là, le fou est arrivé sur son scooter sur le trottoir de l'école, a abattu les enfants et le professeur qui étaient devant, puis il a posé son scooter et est rentré dans l'école, où là il a tué la petite Myriam Monsonego, la fille du directeur, qui elle aussi a couru pour s'échapper, comme beaucoup d'élèves dans l'école quand ils ont vu arriver ce fou. Donc beaucoup d'élèves se sont cachés un peu partout et ont vu les scènes derrière un petit arbre, derrière un buisson, cachés derrière une voiture, etc., comprenant qu'il se passait quelque chose de tragique, écrivant d'ailleurs à ce moment-là à leurs parents, voyant les scènes, en leur disant parfois au revoir, adieu ou des choses comme ça. Donc on parle souvent des morts, mais le traumatisme des enfants, encore aujourd'hui, est extrêmement fort et ils charrient avec eux durant de nombreuses années, ils charrieront durant de nombreuses années le traumatisme de ce qu'ils ont vu et vécu. Où étiez-vous? Là. Vous étiez ici? Une demi-heure après l'événement, j'étais là, oui. Mais pas au moment de l'événement, car j'ai atteint l'âge de ne plus faire la rentrée des classes.
Mais on m'a appelé immédiatement et je suis arrivé sur les lieux. Vous vous souvenez ce que vous sentez? Quelle était sûr. votre émotion? Oui. C'était Vous la devinez? Non. On arrive, on rentre dans la cour de récréation et on voit des corps recouverts, on voit la panique dans le regard des gens. Et puis surtout, compte tenu du lien que j'ai avec le directeur Monsonego, puisque mon père et lui étaient comme deux alter ego, comme deux frères. Le samedi, avant que le lundi se déroule cet attentat, ils étaient à la maison avec la petite Myriam. On a joué, on a rigolé, on a bu un café, on a passé l'après-midi de Shabbat ensemble. Et le lundi, sa vie à lui a basculé, bien évidemment, bien plus que la nôtre, mais la nôtre aussi. Et donc, je suis allé directement vers lui. Et puis, donc, je suis resté accroché à lui durant toutes les étapes des visites officielles, de sa peine, de sa tristesse, et de celle de sa femme, bien sûr. Et voilà. Vous parliez d'un fou. Il y en a beaucoup? Vous savez, j'ai dit un fou, et puis quand je l'ai dit, je m'en suis un peu voulu. Vous avez raison de me reprendre avec cette question. Car un fou, on a tendance à considérer qu'il n'est pas responsable. Et que d'une certaine façon, c'est sa folie qui l'a poussé à agir. Or, c'était pas un solitaire. Et l'histoire contemporaine, après l'attentat, nous a prouvé que c'était des gens qui avaient une idéologie. Que pour eux, tuer des juifs, c'est peut-être le début d'une déstabilisation de notre pays, parce qu'ensuite ils ont tué des policiers, qu'ensuite ils ont tué des journalistes, qu'ensuite ils ont tué un prêtre dans son église, qu'ensuite ils ont tué des citoyens, y compris des citoyens musulmans, à Nice. Donc la France a depuis 2012 plus de 260 ou 270 morts du terrorisme islamiste. Et donc ce ne sont pas des fous. Est-ce qu'aujourd'hui la peur est toujours là? Oui. Non, Vous ne pouvez pas ne pas sentir de la peur quand depuis l'attentat vous avez des camions militaires qui sont devant l'école, que nous avons renforcé considérablement la sécurité de l'établissement, que vous avez des murs hauts, des barbelés, des caméras partout, des agents de sécurité qui filtrent les entrées, que vous avez, grâce aux dispositions du gouvernement, des militaires en permanence dans l'établissement. Il y a peu de temps encore, ils vivaient dans l'école. Et dans le gymnase, c'était un camp militaire, en France. De school kan de leerlingen beveiligen met hekken en met mannen met geweren. Maar hoe zit het met de spreekwoordelijke Jan met de pet? We vonden hem, letterlijk, samen met zijn vrouw in een buitenwijk van Toulouse. Est-ce que la vie à Toulouse a changé les dernières années? Oui. Comment ça? Moi, malheureusement, vu ce qui s'est passé, l'attentat qu'il y a eu à Toulouse, il y a beaucoup de juifs qui sont partis de France pour aller en Israël. Deuxièmement, il y a une crainte, personnellement, en tant que juif, par rapport aux problèmes qu'il y a, l'insécurité qu'il y a partout en France. Moi, personnellement, on n'a pas encore d'enfants. Je souhaite qu'on en aura prochainement. Mais ça me fait très peur d'avoir des enfants en France. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants qui soient soit totalement parqués entre guillemets ou catalogués parce qu'ils sont juifs. Avez-vous peur? Dans la rue, j'ai pas peur en tant que juif. Après, je vais pas me balader avec l'étoile de David quand même parce que je préfère pas provoquer. Mais par contre, j'ai peur en général parce que les attentats, ça touche tout le monde en fait. Ça touche les juifs et les non-juifs aussi. Où est-ce que vous voyez votre avenir? Pas ici,
pas en France. Moi, Demandez à... on n'est pas d'accord. Moi, On n'est pas sur le même point de vue. Moi, je vois mon avenir en France et moi, j'ai même pas de problème, par exemple, à dire que mes enfants, je pourrais les mettre à l'école publique et tout. Yannick n'est pas du tout d'accord. Il voit l'avenir au mieux en Israël et au pire avec les enfants à l'école juive. Et quand tu aurais des enfants, tu ne chercherais pas une école juive? Moi, pas forcément, parce que moi, j'ai de très bons souvenirs et sans problème d'antisémitisme dans l'école publique. Là, il y a 2-3 ans, je ne sais pas si vous avez entendu parler aux Pays-Bas de Dieudonné. C'est un pseudo-humoriste qui, au départ, était un humoriste qui même fait son début de carrière avec un juif. Donc, vraiment en faisant des sketchs sur l'antisémitisme avec un juif et tout. En fait, il utilise le salut nazi pour parler d'Israël. Et il utilise des choses comme ça. Et là, avec des paroles vraiment très, très fortes, antisémites. Et finalement, ce qui me faisait peur, c'est de voir que beaucoup de gens, y compris des gens que j'appréciais avant ça, trouvaient ça drôle. On ne peut pas trouver drôle d'utiliser le salut nazi pour parler d'Israël ou pour parler du judaïsme. C'est pas drôle du tout. Et ça fait peur. Je pense que on est au début des problèmes en France, en Europe. Pas en France, mais en Europe. J'espère me tromper, mais je pense que l'insécurité, l'antisémitisme, les problèmes qu'il y a avec les attentats plus ou moins partout dans le monde, je pense qu'en France, ça va aller en s'empirant. Yannick en Rachel lijken het niet helemaal eens te zijn over de toekomst van Frankrijk. Is Frankrijk echt onleefbaar geworden voor Joden? Of is het eigenlijk alleen maar overbezorgdheid? Ik voel hier in Frankrijk voor het eerst de dreiging. Dat komt natuurlijk door die verschrikkelijke moord op de kinderen en de leraar in Toulouse. Maar ook door de bewapende militairen die we overal tegenkomen. Alleen dat al geeft een gevoel van onheil en angst. De Joodse gemeenschap in Frankrijk telt meer dan 500.000 mensen en is een van de grootste in Europa. In de buitenwijk Sarcelles, een banlieue aan de rand van Parijs waar overwegend Joden wonen, vond in 2014 een bijna pogrom plaats toen een woeste meute kwam demonstreren. Ze schreeuwden dood aan Israël. Van de koshere buurtsuper was weinig over. En ook de nabijgelegen apotheek werd volledig in de as gelegd. En de aanval verplaatste zich naar de synagoge. Là-bas au fond, après le feu rouge, c'est la gare. La gare, c'est là où il y avait le rendez-vous. Le rendez-vous était là-bas. Les gens se retrouvaient là-bas. Ok. Ça fait quoi? Ça fait un petit kilomètre. Et nous, on est là, avec la communauté. Nous, on est là. Et on sait que les gens vont se réunir. Et on espère à ce moment-là que la police va être en nombre. Et on voit la police d'ici. Et on leur dit, mais les gens arrivent. Et ça arrivait. Par dizaines. Ça arrivait, ça se remplissait. Et nous, d'ici, on voyait au fur et à mesure que ça devenait noir de monde. C'est pour ça que je ne me rends pas compte combien il y avait. Et on voit de loin, là, des choses devant le premier rang. Ils sont masqués, casqués. Là, on les voit approcher avec des pics, des hachettes. Donc les gens, spontanément, se sont mis en face, en barrage. On s'est pris la main et on a dit, on ne bouge pas. Vous ne rentrerez pas. Où ça? Oui, on s'est pris la main et on ne bouge pas. Mais honnêtement, je suis père de famille, j'ai 52 ans. Je disais, mon Dieu, que la police vienne. Il y avait des femmes, des enfants, des femmes enceintes. Des âmes âgées, des enfants. C'est quoi ça? En 2014, c'est quoi ça? Et heureusement, miracle, la police est arrivée en nombre et a pu commencer à amener les véhicules pour repousser ces gens-là. Et ces gens-là ont été bloqués, n'ont pas pu venir jusque-là. Et c'est à ce moment-là, quand la police est partie, quand les CRS sont partis, que l'équipe a entonné la Marseillaise.
pourquoi on a fait la Marseillaise, c'était comme un match de rugby, je sais pas. C'était une manière de dire à ces policiers, on vous soutient, on est avec vous. Et entonner ce Allons enfants comme ça, ensemble, mais ça sortait de nos tripes, comme un cri. Allons enfants de la patrie. Comme un cri de dire, ah non mon Dieu, ah non, République française, non, ne nous abandonne pas. Hoe voelt het voor de Joodse Fransen om in een samenleving te wonen waar ze regelmatig doelwit zijn van agressie? Ik spreek met Richard Prasquier, voormalig hoofd van de CRIF, een overkoepelende Joodse organisatie. Les Juifs sont inquiets. Les Juifs sont inquiets parce qu'il y a eu cette succession d'attentats dont les derniers, il ne faut pas l'oublier, n'ont pas touché spécifiquement les Juifs, le Bataclan, Nice, touché la population française dans son ensemble. Et peu à peu, la population française, dans son ensemble, comprend que les ennemis qui jusque-là se focalisaient contre les Juifs sont en train de s'étendre contre l'ensemble de la population française. Et quel sentiment ça cause parmi les Juifs? Lorsque, en 2012, j'ai été le président du CRIF et qu'il y a eu les horribles attentats de Toulouse contre les enfants juifs de l'école et contre les militaires, j'ai été choqué par le fait que beaucoup d'organisations antiracistes voulaient manifester contre le racisme. Et j'ai dit, Meira, qui est l'assassin de Toulouse, je ne suis pas sûr qu'il était raciste, mais je suis sûr qu'il était antisémite. Et cette difficulté à dire les choses comme elles sont, en vérité, ça c'est un des vrais problèmes qui fait que la communauté juive, depuis quelque temps, se pose des questions sur son avenir. Et les Juifs, finalement, comme souvent, ils ont été ce que, en anglais, on appelle the canary in the mine, le canari dans la mine, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'indicateur avancé que quelque chose ne va pas dans la société. Het oude Europese antisemitisme is in Frankrijk altijd volop aanwezig geweest. Zo raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog Frankrijk verdeeld in het Vrije Frankrijk en Vichy-Frankrijk, dat zeer nauw samenwerkte met de nazi's en zelf de deportatie van Joden uitvoerde. Maar de hardnekkige haat tegen Joden gaat nog verder terug en heeft menigmaal de geschiedenis gekleurd. Hier ligt kolonel Alfred Dreyfus, een ten onrechte veroordeelde kolonel, meer dan 150 jaar geleden. En zijn veroordeling heeft destijds geleid tot een golf van antisemitisme. En dat heeft weer geleid tot een halve burgeroorlog in Frankrijk. En toen, om de gemoederen te sussen, gemoederen tussen rechts en links, is er een wet gekomen, die heet de laïcité. En die heeft bepaald dat er een strikte scheiding zou komen tussen kerk en staat. En toen werd er ook bepaald dat alle uitingen van religieus fanatisme verboden waren. Quelle est l'importance de Dreyfus pour aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, ça reste un des moments clés de l'histoire française, au sens où c'est probablement le moment où la France se divise en deux. La société française a été longtemps imprégnée de préjugés antisémites.
Et ces préjugés antisémites s'expliquent par une longue histoire. Et encore aujourd'hui, dans les sondages, les Juifs ne sont pas encore vraiment considérés comme des citoyens français normaux. Dans tous les sondages, on vous dira que près de 60% des Français considèrent que les Juifs sont associés à l'argent. Alors c'est un antisémitisme d'il y a longtemps ou c'est nouveau? Alors, à mon avis, ça n'est pas nouveau, mais surtout ça. Ce qui est frappant dans cette affaire-là, c'est qu'en France, et en France seulement, je dirais, l'antisémitisme a de très longues racines, beaucoup plus qu'ailleurs, je dirais. Depuis les croisades, jusqu'à l'affaire Dreyfus, jusque dans les années 30, jusque dans les années 50 contre Mendès France, ou encore, et nous sommes ici près de la statue de Léon Blum, contre Léon Blum pendant le Front populaire. Chez nous, c'est un grand conflit entre les musulmans et les juifs, les jeunes musulmans. Est-ce différent en France? On ne dispose que de très peu d'études sociologiques sur la manière dont les jeunes musulmans considèrent leurs concitoyens juifs. Il y en a très très peu. La seule qui existe a été faite par des collègues de Sciences Po et elle montre que plus les musulmans français ont été à l'école, ont été assimilés à la société française, plus ils appartiennent à la deuxième ou la troisième génération, davantage ils s'éloignent de l'antisémitisme. J'ai publié un livre il y a 2 ans qui s'appelle « Un nouveau moment antisémite, jour de colère ». Et dans cet ouvrage, je mettais l'accent sur un phénomène sur lequel on ne s'attarde pas assez, qui est la jonction entre l'extrême droite en France, mais l'extrême droite à la droite du Front National, encore plus à droite que le Front National, et certains groupuscules musulmans. Et ces jeunes défilent avec des uniformes et des slogans antisémites ouverts dans les rues de Paris. La France aux Français, la France aux Français, mort aux Juifs, la France aux Français. Et en effet, ils appellent à une alliance avec quelqu'un qui malheureusement a une influence énorme en France, qui est Dieudonné. Dieudonné est un agitateur extrêmement brillant, qui adhère aux théories révisionnistes contre la Shoah, qui se moque de la Shoah Baba, Bana, et qui rassemble des foules de 4000 personnes chaque semaine en province, en se moquant de la Shoah, en se moquant des Juifs, en se moquant des camps de concentration. Et il est malheureusement très suivi par une partie de la population des jeunes musulmans. Donc il y a une sorte d'alliance entre ces jeunes musulmans stimulés par Dieudonné et l'extrême droite à la droite du Front National. Est-ce qu'il voyage sans sécurité? La sécurité, c'est vous? C'est vous? C'est une grande responsabilité. C'est vous le rabbin? Pas le rabbin, le professeur. Non, le professeur. Il y a de la sécurité sur l'école? Oui, sur l'école, oui. Et ça vous plaît, la sécurité? Oui, pourquoi? Parce que c'est bien sécurisé. C'est sécure, hein? On dit toujours qu'il y a beaucoup de peur dans la vie juive après les attentats, c'est vrai? Oui, mais pas de la peur. C'est pas de la peur. C'est pas la peur? Appréhension. Pardon? Appréhension. Ah bon, appréhension. C'est pas la même chose. Non. On vit, on avance. Mais on perdu son innocence. Plus attention. Plus attention. On fait attention, mais on ne s'empêche pas de vivre. Non, jamais. Hein. Mais on peut se promener avec des kippas, etc. Non, attention. Non. Mais vous ne voyez pas d'avenir pour eux. Non. Tu sais ce que c'est antisémitisme? Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui antisémite. N'aime pas les races. Une race. Ouais. Et la race juive? Ouais. Mais moi, je t'aime beaucoup.
Het 19e arrondissement is een wijk in Parijs waar veel orthodoxe Joden wonen. Het valt me op dat de Joden hier zichtbaar keppels dragen en traditionele kleding. Maar ook valt de hoeveelheid beveiliging op. Meer soldaten dan in andere buurten. En achter deze ijzeren muur is een school. Vous êtes agent de sécurité devant cette école. Quoi exactement faites-vous ici? On filtre les personnes qui veulent rentrer, en fait, des personnes qui ne sont pas de l'école, des personnes de l'extérieur. Et quand il se passe quelque chose qui n'est pas normal, qu'est-ce que vous faites? Quand il se passe quelque chose, si une voiture s'arrête ou s'il y a une personne qui essaie d'approcher, qui n'est pas normale, on contrôle. Et ne croyez pas qu'un jour, on devrait dire « bon, c'est fini, on va vivre ». On vit. On voudrait dire que c'est fini. Mais jusqu'à quand? C'est ça. Jusqu'à quand? Qu'est-ce que ça vous fait, la sécurité? Disons que au début, quand ça a été mis en place, c'était très impressionnant, surtout pour mes enfants. Oui. Surtout que nous, on habitait vraiment à côté de l'Hypercacher où il y a eu un acte terroriste. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant d'avoir les militaires autour de nous. En même temps, c'est la vie sécuritaire qui le demande parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Ça veut dire que sans les militaires, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que les militaires vont partir de l'école et que je vais devoir emmener mes enfants. Je ne me sentirai pas en sécurité. Mais c'est une drôle de vie, hein? C'est une drôle de vie. C'est une vie de prison, on va dire. C'est vrai? Ouais, un petit peu. On se sent plus libre de pratiquer et de vivre notre judaïsme en plein air. Ik sta hier in de Marais en dat is van oudsher een Joodse buurt. Maar inmiddels is hij enorm opgehipt. Allemaal leuke winkeltjes en shoppende mensen. Maar er woont nog altijd wel een grote Joodse gemeenschap. Sommige heel orthodox, maar de meeste eigenlijk liberaal en zelfs seculier. En niet eens echt herkenbaar als Joden. En ik vraag me af of wat we allemaal hebben gezien in Parijs, en dat is toch wel behoorlijk dreigend, of de Joden hier dat ook zo voelen. Of ze angst hebben na alles wat er gebeurd is hier. Vous avez peur? Franchement, j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. Ma fille, j'ai peur qu'elle soit dans le métro. On a des frayeurs. C'est un problème juif. Je pense qu'il y a toujours un problème juif sous tous les problèmes, malheureusement. Comment ça? Je ne sais pas, on est un petit peu le bouc émissaire de tout ce qui peut arriver en actualité, en problème, ça retourne toujours sur les juifs, à un moment donné. Est-ce que vous voyez un avenir, un futur pour les juifs ici? Non. Comment ça? Non, non. Comment ça? Non, en disant non parce que les attentats, il y en aura de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus, parce que le gouvernement, malgré des paroles rassurantes de temps en temps, ne prend pas les mesures de fond qu'il faudrait prendre. Quel genre de mesures? Pour empêcher un certain nombre de dérives, disons, religieuses, quoi. Mais croyez-vous que quand les Juifs arrivent quelque chose, toute la société est un problème? Il paraît que c'est un signe annonciateur d'une catastrophe, quand on commence à s'attaquer aux Juifs. Franca, oui. C'est comment la vie juive d'aujourd'hui, ici? Il y a une vie juive qui est très intéressante à Paris, qui est très belle, qui existe depuis très très longtemps. S'il y a autant d'Aliyah en Israël ou de gens qui quittent la France, c'est qu'il y a un malaise aussi. Il y en a beaucoup qui quittent la France maintenant. Il y en a beaucoup qui ont, depuis plusieurs années, de personnes de la communauté juive qui ont quitté. Alors les raisons, elles sont à la fois politiques et économiques. C'est un peu mélangé aussi tout ça. On a des élections dans un an, même pas. C'est assez inquiétant de se dire qu'il y a un pouvoir d'extrême droite
qui risque d'être présente dès le premier tour et peut-être au deuxième tour aussi avec beaucoup de chance. Et nous, on sait ce que ça veut dire, les partis d'extrême. On sait ce que ça a donné dans le passé. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant, oui. C'est très Ben, bien sûr. Oui. C'est très inquiétant. Pour les juifs ou pour tout? Non, pour toute la population. Pour toute la population. Il n'y a pas... Que sentez-vous de l'antisémitisme? Excusez-moi, jusqu'il y a 2 ans ou 3 ans, il n'y avait pas une présence militaire quasi permanente à la sortie de nos écoles, pour nos enfants. Aujourd'hui, dans la rue, vous vous baladez, on est en circuit fermé, disons, dans le quartier du Pletzel, vous vous retrouvez avec avant, jusqu'à 1 an, les militaires étaient statiques, donc ils étaient présents juste au pied de nos synagogues, de nos centres juifs, pour les protéger, mais aujourd'hui, ils sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent à tout moment intervenir n'importe où, à n'importe quel endroit. Donc ça veut dire, ça grandit encore l'intensité de l'insécurité qui existe. Mais c'est pour la sécurité. Oui, mais ça veut dire que nous ne vivons pas en sécurité. Peter, hoe gaan Fransen om met minderheden? Ja, dat is een heikel thema hier in Frankrijk. Kijk, er is een theorie, het idee van de Gaulle en veel ouder eigenlijk van de Republiek. Iedereen is gelijk. Gelijkheid voor allen, egalité, liberté, fraternité uiteraard. Iedereen die een Frans paspoort heeft, die in Frankrijk woont, ongeacht huiskleur, geloof, wat dan ook, is Frans, 100% Frans. Maar dat is een beetje de theorie. Hè? Fransen die hebben eigenlijk altijd gelijk, dat zeggen ze zelf ook, altijd gelijk als het gaat om de ideologie en de theorie. Alleen de praktische uitvoering laat soms te wensen over. Ja. Nu is onze zoektocht naar de mate van antisemitisme en de positie van de Joodse samenleving. Hoe is het daarmee hier? Volgens de statistieken is het redelijk stabiel gebleven. Het aantal incidenten is niet per se na die aanslagen toegenomen. Maar het is wel zo dat het de laatste jaren een stijgende lijn is. En dat noemt men dan het nieuwe antisemitisme. Niet meer het antisemitisme uit de tijd van Jean-Marie Le Pen, uit die Vichy-contraien, uit Algerije, et cetera. Maar meer van jongere mensen, voornamelijk toch uit die banlieue. Die het Joods-Palestijnse conflict op Frankrijk projecteren. En daar komt een deel van dat antisemitisme uit voort. En dan zeg je jonge mensen en bedoel je jonge moslims? Jonge moslims, nou ja, jonge moslims. Maar het interessante is, een paar jaar geleden rel met Dieudonné, die cabaretier die je hier hebt, komiek, enorm populair, met name in de banlieue. En ik ben naar een aantal van zijn voorstellingen geweest. En dat zijn niet alleen jonge moslims, dat zijn heel veel jongeren uit de periferie van Frankrijk. Dus die net niet helemaal kunnen meekomen in die gemondialiseerde, geglobaliseerde wereld. Slechte baan of werkloos, et cetera. Dieudonné, een vaker terugkerende naam. La haine de l'autre. Tu es différent de moi, tu es quelqu'un d'autre, j'ai envie de te détruire, toi. Je suis juif. Tout à fait. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, vous pouvez rester. Moi, je crois, moi, je crois dans l'existence des chambres à gaz. Je crois énormément parce que... déjà parce que c'est obligatoire. We staan hier in Saint-Denis, een voorstad van Parijs. Het ziet er nu rustig uit, maar van dit soort banlieues kennen we de beelden. Uitgebrande auto's, rellen tussen jongeren en de politie. Er wonen hier heel veel buitenlanders, waaronder moslims. Y a-t-il des problèmes entre les musulmans et les juifs ici? Non. Les vrais musulmans. Les vrais musulmans et les vrais juifs, il n'y a aucun problème. Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a été envoyé pour tout le... Il n'a pas dit juif, il a été envoyé pour l'humanité entière. Et il aime tout le monde, parce qu'Allah, on n'a qu'un seul Dieu. Et Allah, il aime tout le monde.
Mais vous dites les vrais musulmans. Quels sont les autres musulmans? Les pratiquants. Vous êtes musulman, hein, religieux ou pas tellement? Religieux. Religieux. Qu'est-ce que vous tenez des grands événements d'il y a quelques années? Des Charlie Hebdo, Bataclan, tout ça, Hyper Cacher. Qu'est-ce que vous en tenez? Parce qu'on dit, ah, c'est les musulmans, hein? Ouais, non, on n'est pas pour ça, mais... Nous, on n'est pas contre ça. Non, on n'est pas contre ça. Après, c'est vrai que... Moi, j'aime pas... c'est mon avis personnel, hein. J'aime pas les images qui ont été publiées par Charlie Hebdo. Où ils insultent... ouais, ils insultent le prophète. Les croyances. Il y a des juifs ici, dans le quartier? Oui, il y en a. Comment ça va, les musulmans et les juifs? Il y a même un juif, c'est notre pote. Très, très relationnel. Beaucoup de relations. Et l'Israël? Israël et les Palestiniens, comment ça se... Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Ça, pour moi, l'Israël, ils sont en train de prendre ils sont en train de tuer les Palestiniens. Ils prennent leur terre, quoi. Soit disant que c'était eux qui étaient avant là, ou je sais pas quoi. Après, ça se fait pas. Je comprends pas qu'en fait, qu'on est en 2016 et que il y a encore ils arrivent à ce qui paraît, ils prennent l'eau des Palestiniens, ils leur font pas boire, ils les maltraitent, ils les frappent comme ça. Je vois des vidéos sur Facebook, il y a beaucoup de vidéos sur Facebook. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez les vidéos? Je vois beaucoup. Ouais. Les policiers israéliens, ils attrapent des Palestiniens, ils les frappent comme ça pour rien. Ils les embarquent, ils prennent leurs parents. Les enfants, ils sont tout seuls. Et alors, vous êtes contre Israël? Ça, sur ça, ouais, sur le point de vue de là-bas, de la guerre, etc., ça c'est sûr. C'est comment la vie ici, à Saint-Denis? C'est dur. C'est dur? Pourquoi? Parce que c'est dur à trouver du travail et tout. En fait, maintenant, pour trouver du travail, c'est que du piston. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse quelqu'un, connaître des gens dans un truc, et après, tu travailles. Tu as une profession? Hein? Une profession? Tu as école? Non, j'ai aucun diplôme. Aucun diplôme? Pourquoi pas? Non, parce que c'est trop tard, j'ai arrêté l'école. C'était pas toujours trop tard, non? Si, non, j'ai 19, je vais pas reprendre l'école à 19 ans. Là, c'est fini, madame. C'est fini? C'est fini, là, là. des gens, ils ont le bac, ils travaillent même pas. Bah ouais. Même moi, j'ai pas le bac. Parce que je vois des gens, ils ont le bac, ils sont pareils que moi. Et il y en a même, ils ont pas le bac et ils travaillent, et il y en a, ils ont le bac et ils ne travaillent pas. Ça veut plus rien dire, ça, les diplômes. Ouais, si tu connais personne, t'as pas de connaissances, t'es dans ton trou. Tu restes dans le quartier et tu vends de la drogue et tu vas casser au feu. Et vous faites ça? Un peu, tout petit peu? Là, tout de suite, on a arrêté toutes ces bêtises. Ouais, on est grand maintenant. C'est sûr, on est passé par là. On était malin maintenant, on est majeur, tout ça, on peut aller en prison vite. Tous les jeunes de Saint-Denis, 80% des jeunes, ils sont passés par les gardes à vue. Net als in Nederland en in Engeland is er een grote invloed van social media op jongeren. Social media-expert Nader Alami, zelf moslim, geeft aan hoe hun identiteit beïnvloed kan worden door dit medium. Ce sont des jeunes, donc ce qu'ils recherchent en premier lieu, surtout, je parle du plus grand nombre, c'est le divertissement. Après, on cherche aussi sur Internet à intégrer un groupe, à exister à travers Internet. Hein, le grand phénomène de nos dernières années, c'est sortir de l'anonymat. Plus personne ne veut rester anonyme. Et Internet permet cela gratuitement. Est-ce que c'est dangereux? Oui, le virtuel est toujours dangereux. Parce qu'au bout d'un certain moment, il peut nous faire perdre pied avec la réalité. Il y a des gens qui sont sur Internet 18 heures par jour. Il y a chez les humains une aptitude à la séduction, être séduit par ce qui est merveilleux. Le merveilleux séduit. Nos sociétés modernes ont cassé le merveilleux. Tout est cartésien, tout est rationnel. Eh bien, puisque l'humain reste l'humain, eh bien, il va chercher le merveilleux. L'État Les religieux? L'État islamique, oui. Merveilleux. Tout à fait. Bien sûr, des héros. Évidemment, c'est ça qui est dit. Et tu peux y appartenir. Tu peux faire partie. Viens chez nous. C'est ça. C'est la grande séduction, ça. Mais bien évidemment. Les jeunes musulmans en France considèrent à tort ou à raison que la société ne veut pas les intégrer. Quelqu'un qui n'a personne autour de lui, quelqu'un qui n'a pas de repère,
il reste très influençable. Très influençable. Et on a beaucoup de jeunes jeunes individus qui, par exemple, au lieu d'apprendre leur religion auprès de docteurs de la religion, de savants, d'imams, dans les mosquées, eh bien, vont le faire sur Internet. Comment se fait-il que des jeunes musulmans aient encore cette idée qu'on ne veut pas les intégrer? Pourquoi ils vivent avec cette idée? Vous savez, quelqu'un qui vit avec cette idée, ben, il ne peut pas progresser. Il vit tous les jours avec l'idée qu'il est stigmatisé, mal aimé, qu'on lui en veut, qu'on veut le mettre en prison. Qu'il est victime. Qu'il est victime. Mais comment voulez-vous qu'il se construise? Donc quand vous avez des millions de gens qui vivent avec cette idée, mais ça handicape tout un continent, tout un pays, tout un continent. Donc déjà, faire en sorte de manière réelle que ces jeunes gens, eux aussi, se sentent pleinement chez eux. Est-ce que c'est impossible, ça? Faire en sorte qu'ils se sentent complètement hollandais, qu'ils se sentent complètement français, belges, etc., etc., etc. Drancy is het Franse Westerbork. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er vanaf hier duizenden Joden gedeporteerd. De barakken staan er nog steeds. In de buurt wonen nu voornamelijk immigranten uit Noord-Afrika. Hier ontmoet ik de Joodse Gozlan. Hij werkt samen met imam Chalgoumi om bij moslims en Joden meer begrip voor elkaar te krijgen. Monsieur Gozlan, que pensez-vous aujourd'hui de la relation entre les musulmans et les juifs en France? La relation commence à être très dure parce que chacun vit de son côté et ne se rencontre plus. Par exemple, si on prend le 93, ce département où nous sommes maintenant, les enfants juifs ne vont plus dans les écoles publiques, donc ils ne rencontrent plus les musulmans et les musulmans ne rencontrent plus les juifs. Chacun vit de son côté et personne ne se connaît, donc on a peur de l'autre. Donc il y a un danger. Il y a un danger. Et qu'est-ce que l'imam et vous font avec ça? On essaye de discuter avec les deux communautés pour leur apprendre. Moi, en tant que juif, je vais aller voir les musulmans avec lui en expliquant, voilà, les juifs sont comme ça, ce n'est pas les diables que vous pensez. Et lorsqu'avec l'imam, on va voir des jeunes juifs, lui va leur dire, voilà, on est prêt à discuter, on n'est pas que des... L'islam, ce n'est pas que du terrorisme. Est-ce que tout le monde... Moi aussi, il faut mettre ça? Pourquoi vous avez ça? Ça, c'est notre stratégie. Oui. Quand on part en mission, nous sommes toujours déguisés. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons envisagé d'aller distribuer des tracts sur l'une des grandes artères de Montreuil. Rabijn Servati is ook een bruggenbouwer. Regelmatig gaat hij met moslimjongeren op pad om in overwegend islamitische wijken met voorbijgangers te spreken. Hij neemt me mee en we komen direct een paar mondige moslima's tegen. C'est surtout nous les musulmans. Ils nous attaquent plus nous les musulmans que d'autres. Surtout en ce moment-là. Oui. Comment ça se fait? Je sais pas. Non. Je peux pas rester plus longtemps là, on va à la clinique, à la rendez-vous. On vous tout ce qui se passe en France ou sur le monde entier, c'est les musulmans. Parce que les terroristes se déclarent musulmans. Mais quelqu'un qui vole, c'est un musulman, quelqu'un qui tue, c'est un musulman, quelqu'un. Mais les gens qui font du bien, c'est pas des musulmans, ils disent pas que c'est un musulman, ils disent non, c'est un Français. Je vais mettre cela ici. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. L'amitié. Si je marche avec un juif, c'est que je donne une bonne image des musulmans. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul musulman qui aime les juifs, en gros. Si moi et Moussa Fati on marche ensemble, c'est comme quoi tous les musulmans ne détestent pas les juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous n'êtes pas du temps passé avec les papiers, les mots et les contacts? Mais c'est mieux. Si on ne fait rien, on nous reprochera d'avoir laissé se développer la guerre civile. En agissant, on contribue à la pacification. On contribue à faire parler des gens
de cultures différentes et qui disent nous voulons vivre en paix. Si on ne va pas à leur rencontre, ils resteront comme ils sont. Politiquement, il y a des élections l'année prochaine. Oui. Comment ça va avec la politique? Ça vous rassure ou quoi? La politique ne me rassure pas, surtout quand on voit les discours des gens de droite. Il y a une droitisation exceptionnelle en France. Aux dernières élections européennes, 14% des Juifs ont voté Front National. Mais où ils se trompent, c'est lorsque Marine Le Pen dit on va arrêter l'abattage rituel, c'est pour le halal et ça va être la même chose pour le kasher. Les gens et des deux religions ne comprennent pas que lorsqu'on touche un juif, après on va toucher un musulman et lorsqu'on touche un musulman, on va toucher un juif. De reis zit erop. Onderweg naar Gare du Nord voor de trein naar huis halen we nog een paar broodjes bij natuurlijk de Joodse slager. Je peux vous demander quelque chose? Vous êtes juif? Oui. Vos enfants, ils vont à une école juive? Non. Non, pourquoi pas? Parce que moi, je veux qu'ils aillent à l'école laïque, républicaine. Ah bon, oui? Oui. Parce qu'on est en France, on n'est pas en Israël, je sais pas où. Ouais. Donc voilà, tout simplement. Et puis on a de très bonnes écoles ici. Et est-ce que vous voyez un avenir pour eux, un futur pour eux ici en France? Bah, j'espère. Oui, vous espérez? Oui. Oui. C'est pas moi qui... Je lis pas dans l'avenir, hein, mais j'espère, hein, bien sûr. Je leur souhaite, c'est un beau pays, la France. Oui, ce sont de beaux enfants aussi, hein? C'est gentil. C'est grâce à la maman, ça. Ouais. Mais vous n'avez jamais peur? Non. Non plus après les attentats? La peur, ça sert à rien, madame. Non? Ah non, ça sert à rien, la peur. Non, ça fait vigilant. Voilà, faut être vigilant. Et après le hypercacher et le... Ma mère, elle était là-bas, donc je peux vous dire. Votre mère était à hypercacher? Ouais, elle a été interrogée par la BBC, etc. C'est pas vrai. Si. Oui, mon petit. Elle revit bien, elle est heureuse. Elle avait peur? Bien sûr, elle a eu peur. Est-ce que la vie a changé depuis? depuis? Quand il sort, il m'envoie sa femme à garder. Il me dit, je l'envoie comme ça, moi elle est en sécurité. J'ai dit, t'as rien à voir, je fais le noir comme ça, personne ne voit rien. Et votre vie n'a pas changé après? Ah, pas du tout. C'est les médias, justement. Le problème, c'est de donner le baume au cœur. Regardez-moi ici, vous avez deux musulmans qui travaillent avec moi. Jamais j'ai été respecté par autant. Il y a deux musulmans ici? Oui. Avec moi. Quelle est la différence? Aucune. Si, moi, le rabbin, lui, c'est le mufti qui l'a coupé, moi, c'est le rabbin. Maintenant, on va vérifier celui-là qui coupe le mieux. Je vais montrer, il m'a dit comment elle est ta coupe, j'ai dit en biseau. C'est beau, biseau. Biseau, c'est beau. Il m'a dit, non, la prochaine fois, il m'a dit, vas-y, je rentre au Maroc, je dis qu'il fait de retouche. Mijn reis door Frankrijk was indrukwekkend. Ik heb het gevoel dat Joden hier inderdaad wel de kanarie in de kolenmijn zijn. Ze worden bedreigd of zelfs erger vermoord. Heeft Frankrijk de signalen van de aanslag in Toulouse genegeerd? En is de Franse maatschappij daardoor in gevaar? We zien in ieder geval de stuurloosheid van de multiculturele samenleving. Grote werkloosheid, armoede, mensen in de banlieues die aan hun lot zijn overgelaten. Wat hebben we nou eigenlijk in Nederland, Engeland en Frankrijk ontdekt over antisemitisme? Nou, dat Joden natuurlijk alle reden hebben om angstig te worden van het lawaai van het antisemitisme. En dat er wel zeker sprake is van een kolenmijn met giftige lucht. En dat als de Joden stil worden en angstig, iedereen reden heeft om zich zorgen te maken. We kunnen ons opsluiten in onze eigen wereld. Dat voelt misschien veilig. Maar het enige dat erop zit, is dat we met elkaar die lucht moeten zuiveren. Want wat begint met Joden, eindigt niet bij Joden.